à ce que je vois, vous me suivez partout. Là, du coup, on dit où est-ce que je suis rendu. Il y a bien une moissonneuse, mais non, c'est pas une moissonneuse parce que du coup, nous, on est au mois de. Là, du coup, là, on est le 25 juin. En France, à cette date-là, du coup, les moissons ont déjà commencé. Et nous, là, on commence la fauche. Et du coup, là, en fait, je suis en train de finir le premier champ. Le premier champ qu'on a commencé à faucher aujourd'hui. Donc voilà, donc je vous invite à finir avec moi la fin du champ. C'est la première fois du coup, que je fauche aux États-Unis. Et surtout avec une machine assez atypique. En fait, c'est un peu comme une moissonneuse ou comme une ensileuse, mais avec une barre de coupe devant. Et après, derrière, ça fait un andin. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui, on est le mardi 28 juin. Vous avez eu du coup samedi 25, où en fait on a fauché donc, le champ de luzerne. Là du coup aujourd'hui je suis en train de randonner, c'est-à-dire regrouper en fait l'herbe dans un seul passage, pour après pouvoir presser et faire des bottes de foin. Donc là en fait c'est un peu différent de chez nous, parce que chez nous en France on a l'habitude de faner, c'est-à-dire après avoir coupé l'herbe, on étale l'herbe partout sur la parcelle pour faciliter le séchage de l'herbe. Mais ici du coup on fait pas ça parce que d'une déjà les rendements sont plus faibles en herbe. C'est vrai qu'ici ils mettent pas d'azote sur leur parcelle, les parcelles sont tellement grandes que bah, ils ont la quantité par le volume, la surface, alors que nous en France, bon, si on veut satisfaire et optimiser nos parcelles, on va venir apporter de la nourriture aux cultures pour qu'il y ait de meilleurs rendements. Et après la deuxième raison pourquoi on ne fane pas et que ça sèche tout seul, c'est aussi que il y a tellement beaucoup de vent ici que ça sèche facilement, quoi. Et du coup, comme vous pouvez voir derrière moi, l'endaineur que j'utilise, on appelle ça en France un soleil. Ici la traduction en anglais c'est râteau. Donc en fait voilà, c'est des roues avec des petites dents en fait qui tournent grâce à la vitesse du tracteur. Et donc en fait qui viennent après regrouper en andin l'herbe. Donc en fait l'objectif c'est d'endainer quand l'herbe est sec. Parce que si c'est pas le cas, le risque après c'est que ça chauffe quand on va presser dans la botte de paille, c'est l'humidité. Et après du coup si ça chauffe ça peut avoir de la moisissure et pourrir, dans les cas les plus extrêmes. Et aussi l'enjeu c'est que ce soit pas trop sec non plus. Enfin, du coup le mieux c'est de faire ça le matin ou le soir, quand il y a un petit peu d'humidité dans le sol, pour éviter en fait de perdre les feuilles de la luzerne. Parce qu'en fait c'est là dans les feuilles où c'est plus riche au niveau alimentation pour les bovins. Donc voilà un peu les petits défis. Donc il faut régulièrement sortir dehors pour vérifier l'avancement du chantier et voir l'évolution de l'herbe. Donc voilà. Du coup on se retrouve dans la parcelle, je suis obligé d'arrêter parce qu'en fait comme je l'expliquais tout à l'heure, je commence à perdre plus de feuilles de luzerne. En fait vu que c'est trop sec, ça casse et du coup elle tombe de la luzerne. Donc voilà, et sinon si je vous parle un peu du coup du foin, donc en fait c'est un mélange de raie gras, c'est un mélange de raie gras et de luzerne. Du coup la luzerne elle va apporter, c'est une légumineuse donc elle va apporter tout ce qui est protéines, et après le raie gras c'est apporter tout l'aspect fourrage pour les rations pour les bovins. Donc voilà, donc ouais, c'est important de presser et de préparer le foin au bon moment, au bon timing. C'est toujours un peu le jeu, c'est savoir si c'est bon, si je peux continuer, si je peux arrêter, si je dois arrêter. Donc voilà. Bonjour à tous, bon, on se retrouve
toujours en train de faucher. Là, ça fait 2-3 semaines qu'on y est maintenant. Et j'ai envie de vous partager le champ où je suis. Ça va faire maintenant ouais, presque 2 jours qu'on y est. Et moi, je pense que quand même ce soir on l'aura fini. Donc on va y passer 2 jours et demi à faucher le champ. Il fait 70-80 hectares. Si on compare en France, un agriculteur, une ferme, si on parle en UTH, en unité de temps de travail, c'est environ 66-70 hectares. Donc en gros la parcelle a fait l'équivalent d'une personne dans une ferme en France. C'est l'Amérique, c'est fou. Hein. Bon allez, je vous montre un peu la taille de la parcelle. Bon, comme vous pouvez voir, on voit pas les bouts de la parcelle. Hein. Au fond là-bas on voit un peu des petites taches noires, c'est des vaches. Et sinon sur les côtés, au fond on voit pas trop le bout de la parcelle. On met en gros 7-8 minutes à traverser la parcelle. Voilà. Et là au fond, on n'arrive pas à voir, mais on voit le village de Bellefield. Après on voit la ferme où on est nous. Mais bon, tout ça, ça reste quand même très loin, c'est à 20 minutes, une demi-heure. C'est parti, avec Lucas on part faire un vrai chantier d'américain. On va dans le champ qu'on a fauché là qui fait 75-80 hectares. On part faire les bottes. Bon, le jeu c'est pronostiquer combien de bottes de foin on va faire. Bon allez, je vous dis à tout de suite, je vais dans le champ et je vous explique tout ça. Comme je vous disais, on va commencer à faire les bottes. Donc là, je me trouve dans la partie qui a été fauchée maintenant il y a 2 jours et demi. Et en fait, comme vous pouvez voir, ça n'a pas été fané. En fait, ce qu'on appelle faner, c'est-à-dire bouger le foin, l'étaler sur le sol pour qu'il sèche. Du coup, ici, on ne fane pas parce que bon, la quantité d'air n'est pas très importante, pas aussi importante qu'en France. Et après, il y a beaucoup de vent et il y a du soleil, donc pas besoin de faner. Donc en fait, ça donne que le dessus est plus jaune que le dessous. Mais le deux, hop, que je vous montre. Là c'est plus vert et là c'est plus jaune. Ouais, je pense que vous pourrez réussir à voir. Donc voilà, et quand on sent, ouais c'est bon, ça sent, c'est sec quoi, c'est du foin. C'est le foin pour savoir quand il est bon, ça se sent, ça se touche. Donc voilà. Donc là on va commencer dans la partie qui a été fauchée il y a 2 jours et demi. Et après on va continuer dans ce que tu avais fauché il y a 2 jours. Et on va avancer petit à petit, de toute façon on n'a pas pour... Ça va prendre 1 heure, hein. Il y en a pour plusieurs heures même je pense. Peut-être 1 jour et demi à faucher ce champ. Donc voilà, moi c'est parti, je vais commencer à en donner. Et Lucas il va me suivre derrière à faire les bottes. Allez, à plus! Et voilà, on se retrouve dans le tracteur, où derrière moi il y a le Roomballer. Donc en fait on fait les bottes de foin. Bon, il n'y a rien qui change par rapport à la France. Là-dessus, dans le fonctionnement, non, si je coupe le son ça va être mieux. Non, je disais du coup on se retrouve dans le tracteur, où derrière moi il y a le Roomballer. Du coup ouais, pour être franc, il n'y a trop rien qui change par rapport en France. Du coup en fait le but du Roomballer en fait c'est de venir serrer le foin pour le mettre en botte, c'est-à-dire en fait éviter qu'après il prenne l'humidité ou qu'il y ait des changements de température. Et en fait en le ramassant sec et en le serrant, ça assure une bonne conservation pour après pour nourrir les vaches l'hiver.
Donc voilà, et que dire d'autre, sont assez similaires. Ah, donc là en fait du coup après j'ai un boîtier ici, je vais essayer de vous montrer, mais en gros il m'indique qu'en fait les bottes, qu'en fait la botte est prête. Après du coup il met le filet autour, et après du coup j'ai plus qu'ouvrir la porte, et la botte elle sort. Donc voilà, et puis sinon autrement j'ai un contrôle d'humidité pour éviter de faire des bottes trop humides, et donc après si c'est trop humide ça chauffe, et ça peut pourrir, et ça peut aller jusqu'à prendre feu. Donc voilà, bon je vous laisse, faut être concentré, allez à plus. Et voilà, bon là on se trouve dans un endroit un peu spécial, comme vous pouvez voir, je suis dans le fossé. Et oui, ici aux États-Unis il n'y a pas la DTE pour venir nettoyer le bord des routes, ce sont les agriculteurs. En fait les agriculteurs s'occupent du fossé à côté de leur champ. Donc là du coup on fauche entre notre champ et le fossé. Là en fait c'est la route de chez nous pour aller à Belfield, hein. Donc la route a fait environ 15 minutes de long, et on doit avoir peut-être pas la moitié mais pas loin, hein, des champs sur les côtés, donc il y en a pour un peu de temps à faire le fossé et à récupérer le foin. Donc voilà, après avoir fait les bottes durant l'été, durant les mois de juin, juillet, août, également septembre, on a fait le millet. Là maintenant on ramasse les bottes, donc là je suis dans une parcelle, en tout on doit avoir plus de 400 bottes. Donc tout ça bien évidemment ramassé avec le camion qui est notre meilleur ami pour tout ce qui est les céréales, ouais, pour déplacer les animaux aussi, et maintenant pour les fourrages. Donc voilà, c'est vrai que c'est relativement simple ici, hein, comme je peux expliquer. Tout le monde peut conduire des camions dans les fermes. Donc là on met 27 bottes sur les camions, et puis on n'arrête pas. On fait l'état et les stocks pour cet hiver. Allez, à plus. Bon bah comme vous avez pu voir, on transporte le foin avec les camions. Les camions ça va faire beaucoup de choses. Mais également un deuxième véhicule qui sert à beaucoup de choses. Et certains Américains nous disent même que sans ça ils ne pourraient pas vivre. C'est bien évidemment le pick-up. Et donc du coup le pick-up nous permet également de transporter la paille. Donc on met 13 bottes derrière, ce qui fait environ 1 tonne 100. Non, qu'est-ce que je dis, 11 tonnes, excusez-moi. 11 tonnes de paille, de foin derrière. Donc 11 tonnes tirées par le pick-up. Ça va, hein, il résiste plutôt bien. Il faut d'abord charger derrière et après charger l'avant pour éviter de mettre trop de poids sur l'avant. Enfin bref, je vous laisse avec cette réflexion des répartitions des masses. Et puis sinon, ici les bottes, petite spécificité, tout le monde les prend avec le grappin. Et en fait on vient les prendre par devant et on vient les mettre dans le godet. C'est sûr qu'on on casse un peu les ficelles, hein, c'est pas beaucoup mais bon c'est toujours ça. Je vous mets une vidéo à l'appui pour vous montrer comment c'est. Et donc voilà un peu les pratiques, mais si tout le monde fait pareil, hein, tout le monde a le même fonctionnement, les camions, parfois aussi les pick-up, et puis les grappins. C'est vrai qu'ici c'est vraiment ce qui est impressionnant, c'est que tous les agriculteurs ont les mêmes pratiques, tout le monde fait la même chose au même moment, en même temps. Enfin ouais, tout est symétrique. Nous ici c'est vraiment la production de bovins et les céréales. Donc les cultures sont en même temps, le foin c'est en même temps. Vous me direz, en France c'est vrai que les saisons, mais après si je compare à l'est du département, là-bas eux ils font que du soja et que du maïs. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de pâture. Donc voilà, en fait ici tout est vraiment bien segmentarisé et tout est bien réparti géographiquement, avec après les fournisseurs et les entreprises qui vont accompagner les agriculteurs adaptés à chaque territoire. Voilà, bon bah à bientôt, je vais vous montrer maintenant les stocks à la ferme. C'est impressionnant, ça fait des sacrés volumes. Et voilà, on se retrouve entre les bottes de foin et de millet. Bon, cette semaine on a fait une bonne semaine, on a dû ramener peut-être sur la ferme, je sais pas, 1400, 1500 bottes. Bon, il y a un deuxième site
On a ramené un peu moins de bottes, mais voilà, on a ramené beaucoup de bottes. Du coup, cette année en tout, on a fait à peu près 2000 bottes, donc ce soit entre le foin et le millet. Et aussi un peu de paille, mais on a dû faire que 60-80 bottes de paille, ça représentait que 5% de la surface en blé. C'est anecdotique, c'est toutefois il a besoin pour venir pailler les bâtiments. Mais enfin bon, les bâtiments c'est juste pour les vélages, comme vous aviez pu voir dans ma première vidéo sur la tempête de neige avec le blizzard. Là ici il y a un bâtiment que pour les génisses, ou sinon on prend des petits abris, parce qu'en fait ici les animaux sont vraiment toujours dehors. Donc en fait on fait des bottes pour nourrir les animaux à l'extérieur. C'est-à-dire qu'après, à partir du mois de janvier jusqu'au mois de avril, mai, avril, Lorraine il va venir après dérouler les bottes dans les champs pour nourrir les animaux. Jusqu'à décembre, les vaches vont manger l'herbe, vont brouter l'herbe dans les champs. Et après, voilà, il va venir nourrir avec ses bottes. Donc ici, personne ne va aller dans les bâtiments. Donc ce qui dit également personne dans les bâtiments dit pas de fumier, donc pas de nutrition organique pour les prairies. Et je vous parle de fumure et de nutrition pour les sols, parce qu'en fait, du coup, ici, le rendement des prairies a été de 2,5 tonnes par hectare cette année. En fait, les prairies, on les nourrit pas, on n'apporte pas d'engrais, que ce soit organique ou minéral. Elles ne poussent qu'avec de l'eau. Voilà, et donc cette année c'est une très bonne année, très bonne production parce qu'on a eu beaucoup d'eau. Et sinon des fois les années, voilà, c'est vraiment beaucoup plus faible. Par exemple l'année dernière, Lorraine a dû faire des bottes de maïs pour assurer du coup la nutrition jusqu'au mois de mars-avril de tout le cheptel. Parce que voilà, ici c'est vraiment des systèmes très extensifs. Et ils vont nourrir les animaux en fonction de ce qu'ils vont pouvoir trouver. C'est pas forcément évident à expliquer parce qu'en fait ici, voilà, s'imaginons une année l'herbe est moins bonne comme l'année dernière, s'il faut nourrir un peu moins les vaches et mettre le strict minimum, ils vont pas se bloquer à faire ça. Tant pis si du coup la production et le développement des animaux un peu plus faible. Voilà, ils vivent vraiment avec la nature. Il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de tout ce qui est décileux, choses comme ça. C'est vraiment très simple, c'est que du fourrage, herbe ou millet. Il n'y a pas de maïs ou choses comme ça, donc c'est vraiment un système très extensif. Et donc voilà, qui amène après aucune charge pour le système de production. Voilà un peu pour résumer un peu au niveau des fourrages. Donc voilà, que dire d'autre, on a fait 2000 bottes, ça fait des stockages un peu impressionnants, je vais mettre une vidéo là. Et tout est stocké à l'extérieur, rien n'est stocké en bâtiment. Et là on part sur certaines bottes qui vont rester 2 à 3 ans, parce que c'était vraiment une très bonne année, donc des stocks vont rester pour 2 à 3 ans. Donc voilà un peu pour cette vidéo sur les foins, j'espère qu'elle vous aura bien plu. Et puis sinon, je vous dis à bientôt, et la prochaine vidéo, ce sera du coup un peu sur l'histoire, sur le développement de l'agriculture ici en Nord-Dakota. Et je vous en dis pas plus, et vous verrez du coup pour la prochaine vidéo. Allez, je vous dis à bientôt, et si en même temps là je commence à filmer, là du coup on arrive un peu à la fin au niveau du cheptel bovin, donc je vais faire un peu une vidéo pour vous expliquer tous les travaux qu'on fait avec le cheptel, avant de vendre les animaux, et de tout laisser, avant que nous aussi on parte, et ainsi de suite. Allez, je vous en dis pas plus, et je vous dis à bientôt. Si je voulais rajouter 2 petits détails dans ce que je viens de vous dire, c'est du coup je vous ai dit que la production était de 2,5 tonnes par hectare et par an. On n'a fait qu'une seule fauche au niveau des fourrages, hormis la luzerne, on a fait 2 coupes, parce que c'est une très bonne année comme je vous ai dit. Et pour comparer, sinon en France, dans la région Pays de la Loire, on est entre 6 et 8 tonnes par hectare et par an, après tout dépend des types de prairies. Donc voilà, c'est 2 à 3 fois moins que en France. Mais voilà, c'est comme je vous ai expliqué, hein, c'est complètement différent. Et sinon, j'en profite pour vous montrer les bottes de maïs. Donc en fait, c'est les fans de maïs qui sont ramassés pour en faire des bottes. C'est pas des fourrages de très grande qualité, mais bon, ça reste des fourrages. Donc voilà, quand les années sont vraiment secs et qu'il y a beaucoup moins de fourrage, tout est bon à prendre.